Mes parents ont saccagé ma maison car j'ai refusé de la vendre pour éponger les dettes de ma sœur, alors je leur ai donné une leçon qu'ils vont amèrement regretter. Je m'appelle Amélie, j'ai 34 ans, et je n'aurais jamais cru que la plus grande fierté de ma vie, le fruit de 15 années de travail acharné et de sacrifices silencieux, deviendrait la cible de ma propre famille. Mes parents, après 5 longues années d'un silence glacial, un silence qu'ils avaient eux-mêmes imposé, ont refait surface avec une seule idée en tête, que je vende cette maison, mon sanctuaire, pour éponger la dette colossale de 280 000 € de ma sœur. Quand j'ai refusé, quand j'ai osé protéger le seul bien que je possédais vraiment, ils ont décidé de tout détruire. Ils ne se sont pas contentés de m'insulter ou de me menacer. Non, ils sont venus chez moi. Ils ont forcé ma porte, saccagé mon salon, lacéré mes meubles avec une rage froide, et écrit le mot « égoïste » en lettres capitales sur mon mur, avec mon propre rouge à lèvres. Ils pensaient me briser, me mettre à genoux, me forcer à céder par la terreur. Mais ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est que cette vieille bâtisse en pierre que j'aimais tant, que j'avais choisie pour sa solidité, cachait un secret. Un simple détail administratif, une ligne sur un document officiel qui allait non seulement me protéger, mais aussi provoquer leur chute spectaculaire. Avant que je vous plonge dans les détails sordides de cette histoire à peine croyable, j'aimerais prendre un instant pour vous remercier de m'écouter. Votre présence, même virtuelle, est un grand réconfort. Je suis curieuse, de quelle belle région de France ou de quel pays m'écoutez-vous aujourd'hui? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Laissez-moi un petit mot dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de vous lire et de me sentir un peu moins seule avec ce récit. Maintenant, revenons à mon histoire. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une demande d'argent. C'est celle d'une injustice qui a commencé bien avant cette terrible effraction. C'est l'histoire de comment j'ai transformé la trahison en force, et comment ma maison est devenue bien plus qu'un simple toit au-dessus de ma tête. Elle est devenue le symbole de mon indépendance, de ma résilience, et finalement, de ma victoire. Tout a commencé dans la banlieue de Lyon, dans une maison qui, de l'extérieur, semblait parfaitement normale. Mes parents avaient des emplois stables, mon père dans l'administration et ma mère infirmière. Nous vivions dans un quartier respectable, et nous ne manquions de rien sur le plan matériel. Mais sous ce vernis de stabilité de la classe moyenne se cachait une dynamique familiale profondément déséquilibrée, une dynamique toxique qui a favorisé ma jeune sœur Chloé dès sa naissance. Chloé était l'enfant doré, la princesse de la famille, bénie d'un charisme naturel et d'un supposé talent artistique que mes parents exhibaient à la moindre occasion. Chaque pièce de théâtre de l'école, chaque concours d'art local, chaque spectacle de danse était un événement national. Chloé était toujours la star, et mes parents étaient ses plus grands fans, ses mécènes, ses agents. Ils investissaient temps, argent et espoir en elle, convaincus qu'elle était destinée à de grandes choses. Pendant ce temps, j'étais la fille pratique, studieuse et responsable. Des traits de caractère qui m'ont valu le rôle de l'oubliée de la famille, plutôt qu'une quelconque reconnaissance. Amélie est si indépendante, disait ma mère à nos proches, avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Elle se débrouille toute seule. Ce qu'elle voulait dire, c'est que j'avais appris à me débrouiller seule parce que personne d'autre ne le ferait pour moi. Personne n'allait m'aider à faire mes devoirs, personne n'allait financer mes rêves. J'étais le plan de secours, la police d'assurance silencieuse de la famille, celle qui ne faisait jamais de vagues et sur qui on pourrait peut-être compter un jour. Pour que vous compreniez l'audace de leur demande des années plus tard, laissez-moi vous ramener en arrière, à une enfance où j'ai appris très tôt que dans ma famille, l'amour n'était pas inconditionnel, il était transactionnel. Dès mon plus jeune âge, la différence de traitement entre Chloé et moi était une réalité quotidienne, aussi tangible que les murs de notre maison. Je me souviens de nos anniversaires. Pour les 10 ans de Chloé, mes parents avaient organisé une fête grandiose dans le jardin, avec un magicien, un poney et une trentaine d'invités. Elle avait reçu une montagne de cadeaux, le plus beau étant un kit de peinture professionnelle qui coûtait une fortune. Pour mes 10 ans, 6 mois plus tard, j'avais eu droit à un gâteau fait maison et une sortie au cinéma avec 2 amis. Mon cadeau principal était une encyclopédie. « C'est utile pour tes études », avait dit mon père. L'intention n'était pas méchante, mais le message était clair. Chloé était faite pour le rêve et la beauté, moi pour l'utile et le raisonnable. Ses dessins, même les plus simples gribouillages, étaient encadrés et accrochés dans le salon comme des œuvres de maître.
Mes excellentes notes à l'école, mes premiers prix en mathématiques, étaient accueillis par un simple « c'est bien », continue comme ça, avant que la conversation ne revienne inévitablement sur la dernière performance de Chloé au cours de théâtre. Chaque sou disponible semblait être dirigé vers ses passions. Elle a eu des cours de piano, des cours de chant, des stages de poterie, des voyages linguistiques en Angleterre pour s'ouvrir l'esprit. Moi, quand j'ai demandé à m'inscrire au club de volley-ball, on m'a répondu que c'était trop cher avec les déplacements et que, de toute façon, je devais me concentrer sur mes études. À 16 ans, la réalité m'a frappé de plein fouet. J'ai compris que si je voulais aller à l'université, je devais me débrouiller entièrement seule. La conversation a été brève et sans appel. Chloé a un talent spécial qui a besoin d'être nourri dans une grande école, m'avait expliqué mon père, sans même me regarder dans les yeux. Nous devons mettre de l'argent de côté pour ça. Toi, tu es intelligente, Amélie. Tu trouveras bien un moyen. Ce moyen, je l'ai trouvé dans l'épuisement. J'ai commencé à travailler à la boulangerie du quartier, me levant à 5 heures du matin avant les cours. Puis, j'ai ajouté un poste de serveuse les vendredis et samedis soirs. Ma jeunesse est devenue une succession de calculs, de services en salle et de nuits trop courtes. Je voyais mes amis sortir, s'amuser, vivre leur adolescence, pendant que j'économisais chaque euro, le plaçant sur un compte d'épargne que je gardais plus secret qu'un journal intime. C'était mon trésor de guerre, ma promesse d'un avenir différent. Et j'ai réussi. J'ai travaillé 30 heures par semaine pendant ma dernière année de lycée, tout en obtenant mon bac avec mention. J'ai décroché une bourse partielle, contracté des prêts étudiants modestes et je me suis inscrite en gestion d'entreprise dans une université publique de Lyon. Pendant ce temps, Chloé était envoyée dans une école d'art privée et exclusive à Paris, une de ces institutions où le talent compte moins que le nom de famille et le compte en banque des parents. Ils ont couvert ses frais de scolarité exorbitants, son appartement de charme dans le Marais et toutes ses dépenses quotidiennes, sans jamais sourciller, même quand cela signifiait qu'ils devaient piocher dans leurs propres économies pour la retraite. Je voyais ces photos sur les réseaux sociaux, des vernissages branchés, des fêtes sans fin, une vie de bohème chic entièrement financée par le sacrifice de mes parents, un sacrifice dont on ne m'avait jamais jugé digne. Je ne ressentais pas de la jalousie, mais une profonde et amère tristesse. Je pleurais l'égalité que nous n'avions jamais eue. Je pleurais la reconnaissance que je n'obtenais jamais. Et je savais, au plus profond de moi, que ce système à deux vitesses ne pouvait pas durer éternellement. Un jour, la source se tarirait. Vous allez voir jusqu'où leur aveuglement et leur favoritisme pouvaient les mener. Le point de rupture, la première déflagration qui a fissuré les fondations de notre famille, est arrivé il y a 5 ans. Chloé, fraîchement diplômée de son école d'art parisienne, avait une nouvelle idée de génie, ouvrir sa propre galerie d'art. Pas n'importe où, bien sûr. Dans le quartier du Marais, l'un des plus chers de Paris. Elle avait trouvé un espace parfait, une opportunité unique. Mes parents, aveuglés par leur admiration, n'ont pas réfléchi une seconde. Ils ont vidé leur compte de retraite, l'argent qu'ils avaient mis de côté pendant 40 ans de travail, pour financer son rêve. 80 000 euros. C'est la somme qu'ils lui ont donnée, sans aucune garantie, sans aucun plan d'affaires. Juste sur la base de sa vision. La galerie a ouvert avec une fête somptueuse, dont j'ai vu les photos pétillantes de champagne sur les réseaux sociaux. J'étais à Lyon, en train de boucler un dossier tard le soir au bureau, et je me sentais à des milliers de kilomètres de leur monde. Je n'avais même pas été vraiment invitée, juste une mention désinvolte au téléphone. De toute façon, je n'avais pas les moyens de me payer le billet de train pour y assister. 3 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour que le rêve se transforme en cauchemar. La galerie était un échec cuisant. Chloé avait sous-estimé les charges, surestimé son réseau, et n'avait aucune notion de gestion. Le marché de l'art parisien est impitoyable, et il l'a dévorée toute crue. Un soir, elle m'a appelée, sa voix brisée par les sanglots. Maman et papa n'ont plus un sou, Amélie, a-t-elle pleuré. La galerie a besoin de 50 000 euros de plus, tout de suite, sinon je perds tout. Tout ce qu'ils m'ont donné. Tu as des économies, toi, n'est-ce pas? Tu as toujours été une fourmi. C'était vrai. J'avais des économies. Près de 50 000 euros, méticuleusement accumulés au fil des années de sacrifices, de petits boulots, de privations.
Cet argent, c'était ma sécurité. C'était mon futur. C'était mon apport pour un logement, ma preuve tangible que la diligence et le travail acharné finissaient par payer. C'était tout ce que j'avais pour me protéger du monde. Quand j'ai hésité au téléphone, cherchant mes mots, la voix de Chloé est devenue dure, acérée. La famille, c'est fait pour s'entraider, Amélie. C'est la base. Maman et papa ont tout donné pour moi. Maintenant, c'est ton tour. Mon tour? Mon tour de jeter mes économies dans un puits sans fond? J'ai tenté une approche raisonnable. Chloé, je ne peux pas te donner une telle somme sans un plan. Montre-moi les comptes, faisons un plan de remboursement, considérons cela comme un prêt officiel. Elle m'a raccroché au nez. 1 heure plus tard, ma mère a appelé. Sa voix était glaciale de reproches. Comment peux-tu être si égoïste? Ta sœur est au bord du gouffre. C'est son rêve qui s'effondre. J'ai essayé d'expliquer, encore une fois. Maman, c'est l'argent de toute une vie de travail. Je ne peux pas simplement le donner. Sa réponse m'a frappé en plein cœur, comme un coup de poignard. Donc, ton argent est plus important que ta sœur, que cette famille? Mon père a appelé en dernier. Sa déception était palpable, lourde. On ne t'a pas élevée comme ça, Amélie. La famille passe avant l'argent. L'ironie de la situation était à pleurer. Il n'avait jamais appliqué ce principe à mon éducation, ni à ma carrière, mais il l'exigeait de moi maintenant. Quand j'ai maintenu ma position, refusant de céder à ce chantage émotionnel, mon père a prononcé l'ultimatum qui allait sceller mon sort. Sa voix était basse, menaçante, définitive. Si tu ne peux pas soutenir cette famille dans le besoin, alors peut-être que tu ne fais plus partie de cette famille. Fais ton choix, Amélie. Ta sœur, ou ton argent. Je me souviens du silence assourdissant qui a suivi. J'ai fait mon choix. J'ai choisi de me protéger. J'ai gardé mes économies. Et fidèle à sa parole, mon père m'a renié. Mes appels sont restés sans réponse. Mes cartes d'anniversaire me sont revenues avec la mention « refusé ». Les invitations pour les fêtes de Noël et de Pâques ne sont jamais venues. Ma mère m'a bloquée sur les réseaux sociaux. J'étais devenue une paria, une étrangère. J'ai fait mon choix. Mais je vous pose la question, à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous cédé à la pression, sacrifié des années d'efforts pour une cause perdue d'avance, juste au nom de la famille? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse sincèrement. Les premiers mois de cette rupture ont été d'une violence inouïe. Le silence de ma famille était un cri permanent dans ma tête. J'ai passé les fêtes de fin d'année seule pour la première fois de ma vie, le silence de mon petit appartement en location étant plus assourdissant que n'importe quel bruit. Chaque tradition familiale, chaque repas partagé, chaque souvenir heureux était désormais teinté d'amertume et de rejet. J'étais en deuil d'une famille qui était encore en vie. C'est à ce moment-là, au plus profond de ma solitude, que j'ai pris la meilleure décision de ma vie, commencer une thérapie. Ma thérapeute, une femme douce mais directe, m'a aidé à déconstruire des années de schémas toxiques. Elle m'a aidé à voir ce que je refusais d'admettre, la dynamique familiale avait toujours été dysfonctionnelle. J'avais été castée dans le rôle du bouc émissaire responsable, Chloé dans celui de l'enfant doré fragile, et mes parents étaient les metteurs en scène de cette pièce tragique. Apprendre à fixer des limites financières n'était pas de l'égoïsme, c'était un acte d'autopréservation, un acte de survie. Forte de cette nouvelle perspective, j'ai canalisé toute ma douleur et ma colère dans mon travail. C'est devenu mon refuge. Je travaillais tard, je prenais des dossiers supplémentaires, je me formais. Mon dévouement a porté ses fruits. J'ai obtenu des promotions successives, mon salaire a considérablement augmenté, et j'ai continué mes habitudes d'épargne disciplinée. Mon fonds d'urgence s'est reconstitué, puis a dépassé de loin la somme que j'avais refusé de donner. Lentement, l'idée de posséder mon propre chez-moi a commencé à germer, devenant une obsession. Si ma famille de sang ne voulait pas être mon filet de sécurité, alors j'en construirais un moi-même, pierre par pierre. 3 ans après la rupture, après des dizaines de visites d'appartements sans âme et de maisons neuves sans caractère, je l'ai trouvé. Une charmante maison en pierre des années 1920, dans un quartier calme et verdoyant juste à l'extérieur de Lyon. Au moment où j'ai posé le pied sur le perron,
j'ai senti une connexion immédiate. Cette maison avait résisté pendant près d'un siècle. Elle avait traversé des guerres, des crises économiques, des familles changeantes. Il y avait de la force dans ses os, une âme dans ses murs. La propriétaire précédente, une dame âgée nommée Éléonore, était la petite-fille du constructeur d'origine. Elle y avait vécu 40 ans et avait pris un soin méticuleux des éléments d'origine. J'ai caressé la rampe en chêne massif, admiré les bibliothèques intégrées qui flanquaient la cheminée en briques, et je me suis émerveillée devant les vitraux qui projetaient des arcs-en-ciel dansant sur le parquet. C'est Éléonore qui m'a expliqué en souriant que la maison était classée au patrimoine local. C'est une petite contrainte administrative, ma chère, m'avait-elle dit, mais cela garantit que personne ne viendra jamais dénaturer son charme. À l'époque, je n'y voyais qu'un détail poétique, une preuve de plus du caractère unique de cet endroit, sans savoir que ce « détail » deviendrait mon bouclier le plus puissant. Le prix était à la limite supérieure de mon budget, mais j'ai négocié, et mon offre a été acceptée. Le jour où j'ai signé les documents de clôture et reçu les clés a été, sans l'ombre d'un doute, le moment le plus fier de ma vie. Personne ne me l'avait donné. Personne ne m'avait facilité la tâche. Cet accomplissement était le mien, et seulement le mien. J'ai passé les mois suivants à la rénover moi-même, peignant les murs tard le soir après le travail, apprenant les bases de la plomberie sur YouTube pour installer un nouveau lavabo. Chaque projet terminé était comme une pièce de moi-même que je récupérais, que je reconstruisais. J'ai aussi commencé à construire une vie autour de cette maison. J'ai rejoint l'association de quartier, je me suis lié d'amitié avec mes voisins, notamment Madame Dubois, une veuve adorable et pleine de vie qui m'a appris les secrets de son potager. Mes collègues et amis venaient pour des dîners, et ma maison, autrefois le symbole de ma future solitude, résonnait de rire et d'affection sincère. J'avais créé ma propre famille, une famille de cœur. Pendant 5 ans, j'ai vécu dans une paix que je n'avais jamais connue. C'est pourquoi, lorsque le téléphone a sonné un mardi soir, je n'étais absolument pas préparée au chaos qui s'apprêtait à déferler sur ma vie. Allô, Amélie ? C'est maman. La cuillère en bois avec laquelle je remuais ma sauce tomate est tombée sur le carrelage de ma cuisine dans un bruit sourd. 5 ans. 1825 jours de silence absolu, et elle appelait comme si nous nous étions parlé la semaine dernière. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, une pulsation sauvage et douloureuse dans ma poitrine, un mélange confus d'espoir insensé et de colère froide. Maman ? Ma propre voix me semblait étrange, lointaine, presque enfantine. Oui, ma chérie. Comment vas-tu ? La normalité de son ton était l'aspect le plus déstabilisant. Pas d'excuses, pas d'explications, pas même une once d'embarras. Juste, comment vas-tu ? Comme si elle appelait pour prendre des nouvelles après une semaine chargée. Je suis surprise de t'entendre, ai-je réussi à articuler, en ramassant la cuillère d'une main tremblante. Eh bien, nous pensions à toi, a-t-elle continué sur le même ton enjoué. Ton père et moi aimerions beaucoup t'inviter à dîner ce vendredi. Chloé sera là aussi. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas tous retrouvés en famille. Trop longtemps. La phrase a résonné dans mon esprit. Comme si cette rupture avait été une dérive naturelle, un éloignement mutuel, et non leur choix explicite et cruel. Avant même d'avoir pu analyser la situation, une partie de moi, la petite fille qui avait passé son enfance à chercher désespérément leur approbation, a murmuré « d'accord ». J'ai accepté l'invitation. Après avoir raccroché, je suis restée assise sur le sol de ma cuisine, le dos contre les placards, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. Pourquoi maintenant ? Quel était leur but ? La petite fille en moi espérait une réconciliation. La femme que j'étais devenue, elle, était profondément méfiante. J'ai appelé ma thérapeute en urgence le lendemain. « Que espérez-vous de ce dîner ?» m'a-t-elle demandé après que je lui ai tout raconté. Dans le meilleur des cas, ai-je dit, la voix pleine d'une lueur d'espoir que je détestais, ils s'excusent, reconnaissent à quel point ils ont été injustes, et nous commençons à reconstruire une relation plus saine. Elle a marqué une pause, me laissant entendre le ridicule de mon propre scénario. Et quel est le scénario le plus probable, Amélie ? J'ai soupiré. Ils veulent quelque chose. Ils ne me contacteraient pas après tout ce temps sans une raison précise. Nous avons passé le reste de la séance à établir une stratégie de protection. Je n'aborderai pas mes finances, sauf si on me le demandait directement,
et même dans ce cas, je resterai vague. Je ne m'excuserai sous aucun prétexte pour ma décision d'il y a 5 ans. Je partirai immédiatement si la conversation devenait manipulatrice ou agressive. Des règles simples, des remparts pour protéger la forteresse de confiance en moi que j'avais mis tant d'années à bâtir. Le vendredi soir, en conduisant vers la maison de mon enfance, j'avais un nœud d'anxiété dans l'estomac. La maison avait l'air fatiguée, négligée. La pelouse n'était pas tondue, la peinture s'écaillait par endroits. Mon père m'a ouvert. Il avait terriblement vieilli. Ses cheveux étaient devenus complètement gris, et ses vêtements flottaient sur une charpente amaigrie. Pas de câlin, pas d'accueil chaleureux. Juste un « Amélie ». Entre qui a fait peu pour combler le gouffre de 5 années. Ma mère est sortie de la cuisine, m'enveloppant dans un nuage de parfum et une étreinte qui semblait forcée. Te voilà. Toujours aussi sérieuse. Tu devrais sourire un peu plus, ma chérie. En une seule phrase, j'étais redevenue la petite fille inadéquate, celle qui n'était jamais tout à fait à la hauteur. Dans le salon, j'ai été frappée par le vide. Plusieurs meubles de valeur avaient disparu, remplacés par des alternatives bon marché. Les œuvres d'art qui ornaient autrefois les murs avaient été décrochées, laissant des marques fantomatiques. Chloé est un peu en retard, a expliqué ma mère en me servant un verre de vin dans un verre dépareillé. Pendant que nous l'attendions, ils m'ont bombardé de questions de plus en plus personnelles sur mon travail, mes promotions, et surtout, mon logement. Tu es toujours locataire ? Acheter dans ce marché, ça doit être un vrai défi. Je suis restée vague, mais j'ai remarqué leurs regards échangés. Leur intérêt pour ma situation financière était palpable, et ils commençaient à me donner la nausée. Le piège se refermait lentement, et je n'avais pas encore la moindre idée de sa taille terrifiante. Le dîner était d'une simplicité déconcertante, un plat de pâtes bien loin des festins élaborés que ma mère préparait autrefois. L'atmosphère était lourde, tendue. La conversation, ou plutôt le monologue, tournait sans cesse autour de l'argent. Chloé, arrivée en retard avec le fracas d'une diva, dominait la table. Vêtue d'une robe de créateur qui devait coûter mon loyer d'un mois, elle racontait ses derniers exploits artistiques, citant des noms de célébrités locales et décrivant des événements glamour, tout en se plaignant simultanément de la difficulté d'être une « créative » dans l'économie actuelle. Finalement, après son 3e verre de vin, elle a lâché le morceau. Sa nouvelle boutique de mode de luxe, ouverte en grande pompe dans le centre de Lyon, était un gouffre financier. « J'ai juste quelques problèmes de trésorerie », a-t-elle dit avec un rire amer qui sonnait faux. « De quel genre de problème parle-t-on » ai-je demandé, à l'endroit au but, fatigué de ce petit jeu. Un silence pesant s'est installé, seulement brisé par le bruit des couverts sur les assiettes. Chloé est soudainement devenue très intéressée par le contenu de son assiette. 280 000 €, a finalement répondu mon père, sa voix plate, sans émotion. J'ai posé ma fourchette. Le chiffre a flotté dans l'air, absurde, monstrueux. 280 000 ? Mais comment est-ce seulement possible ? Chloé a relevé le menton, sur la défensive. Ce n'est pas que la boutique. Il y a eu des prêts personnels à des taux d'intérêt terribles, les cartes de crédit que j'ai utilisées pour acheter le stock, et puis il a fallu rénover mon appartement. Tu as rénové un appartement que tu loues, l'ai-je coupé, l'incrédulité l'emportant sur ma politesse. C'est un investissement dans mon image de marque, a-t-elle répliqué, comme si c'était une évidence. Mes clients s'attendent à une certaine esthétique quand ils me rendent visite. Nous avons tout fait pour l'aider, a repris mon père, adoptant un ton grave. Nous avons vidé ce qui restait de nos économies. Nous avons pris une 2e hypothèque sur cette maison. Nous avons même vendu nos objets de valeur. Il a fait un geste vague vers les murs vides du salon. Je suis sincèrement désolée d'entendre ça, ai-je dit prudemment, mon cœur battant à tout rompre, mais je ne vois toujours pas en quoi cela me concerne. C'est là que le piège, soigneusement préparé, s'est refermé sur moi. Nous savons que tu as acheté une maison, a dit mon père, me regardant droit dans les yeux. Une vieille maison de caractère, dans un bon quartier. Dans le marché actuel, sa valeur a dû exploser. Mon estomac s'est noué. Je savais ce qui allait suivre. Ma maison n'est pas à vendre. Personne ne dit que tu dois te retrouver à la rue, a enchaîné ma mère, sa voix prenant ce ton mielleux et manipulateur que je connaissais si bien depuis mon enfance.
Mais tu pourrais sûrement la vendre, aider ta sœur à se remettre sur pied, et acheter quelque chose de plus modeste pour toi. Un petit appartement te suffirait bien, non? L'audace, la cruauté de la suggestion m'ont laissé sans voix. Chloé a profité de mon silence pour enfoncer le clou. J'ai fait quelques recherches sur Internet. Les maisons comme la tienne dans ton quartier se vendent facilement plus de 450 000 €. Même après avoir remboursé ton prêt, il te resterait largement de quoi sauver mon entreprise et t'acheter un condo. Ils avaient fait des recherches. Ils avaient calculé ma valeur nette avant même de m'adresser la parole. La préméditation était écœurante. Laissez-moi récapituler, ai-je dit lentement, ma voix tremblante d'une rage contenue. Vous m'avez renié pendant 5 ans. Vous m'invitez à dîner, non pas pour vous réconcilier, mais pour me demander de vendre la seule chose de valeur que j'ai construite de mes propres mains, de donner des centaines de milliers d'euros à Chloé sans aucun plan de remboursement, pour qu'elle puisse continuer à couler une entreprise qui est déjà en faillite. C'est bien ça? La famille s'entraide, a gémi ma mère, les larmes aux yeux. C'est ce que nous avons toujours fait. Vraiment, ai-je demandé, ma voix devenant plus forte. Quand est-ce que vous m'avez aidé, moi? Quand avez-vous investi dans mon avenir? La discussion a dégénéré en cris. Je me suis levée, mon appétit disparu depuis longtemps. Non. Ma réponse est non. Je ne vendrai pas ma maison. Je ne paierai pas les dettes de Chloé. Ce ne sont pas mes responsabilités. Mon père s'est levé aussi, le visage rouge de colère. Si tu sors par cette porte, n'espère plus jamais être invité ici. J'ai marqué une pause sur le seuil. C'est drôle. Il y a 5 ans, vous m'avez donné exactement le même ultimatum. Rien n'a changé. Le problème, ce n'est peut-être pas moi. Je suis partie sous leurs insultes. En rentrant chez moi cette nuit-là, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. J'ai cru que c'était juste des messages de colère. Je me trompais lourdement. C'était le début d'une campagne de harcèlement qui allait me pousser dans mes derniers retranchements. À peine avais-je quitté leur allée que la première salve de messages a commencé à tomber. Des dizaines de messages de ma mère, de mon père, de Chloé, un tir de barrage numérique conçu pour me briser. Les premiers étaient des tentatives de culpabilisation classique, des variations sur le thème de ma cruauté et de mon égoïsme. Ton égoïsme est en train de détruire cette famille. J'espère que tu dormiras bien cette nuit dans ta grande maison vide pendant que nous ne fermerons pas l'œil. Ton père a dû prendre un calmant, son cœur est fragile à cause de ton stress. Puis, voyant que je ne répondais pas, le ton a changé. Il est devenu plus agressif, plus personnel, plus menaçant. On sait où tu habites, Amélie. N'oublie jamais ça. Tu le regretteras amèrement le jour où tu auras besoin d'aide et où personne ne sera là pour toi. Profite bien de ton argent, sale égoïste. J'ai bloqué leur numéro, mais ils ont commencé à appeler depuis des numéros masqués, souvent au milieu de la nuit. Mon répondeur se remplissait de messages haineux, de silences menaçants ou de sanglots théâtraux de ma mère. Mon havre de paix était devenu une prison. Le son de mon propre téléphone me faisait sursauter, mon cœur s'emballant à chaque notification. Puis ils ont franchi une nouvelle ligne, une ligne que je n'aurais jamais cru possible. Chloé, dans sa quête de vengeance, a commencé à me dénigrer publiquement sur les réseaux sociaux. Sans jamais me nommer directement, elle écrivait des publications longues et larmoyantes sur les membres de la famille sans cœur qui accumulent la richesse pendant que les leurs souffrent et sont au bord du gouffre. Elle parlait d'une trahison et d'un abandon, en prenant soin de taguer des cousins, des tantes et des connaissances communes pour s'assurer une humiliation maximale. Bientôt, mon téléphone a recommencé à sonner, mais cette fois, c'étaient des membres de la famille élargie. Des tantes et des oncles que je n'avais pas vus depuis des années m'appelaient, certains pour entendre ma version de l'histoire, d'autres, déjà convaincus par le récit de Chloé, pour me faire la morale sur le devoir familial. Le récit familial était clair et avait été diffusé efficacement. J'étais la méchante, la sœur riche et froide qui refusait de sauver sa famille de la ruine. Mais l'attaque la plus vicieuse, la plus calculée, est venue de ma propre mère. Un après-midi, j'ai reçu un appel de mon patron, Monsieur Lambert. Son ton était inhabituellement grave, presque mal à l'aise. Amélie, je viens d'avoir une conversation très étrange. Une femme se présentant comme votre mère, Monique,
m'a appelé au bureau. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Elle m'a dit être très inquiète pour vous. Elle a parlé d'un stress énorme que vous subiriez à cause de problèmes personnels. Elle a ensuite parlé de votre comportement financier erratique et a lourdement laissé entendre que votre jugement n'était peut-être plus fiable et que vous pourriez être un risque pour nos clients. J'étais anéanti. C'était une trahison d'une bassesse absolue. Ils n'essayaient plus seulement de prendre mon argent. Ils essayaient activement de détruire ma crédibilité, ma carrière, tout ce que j'avais construit. J'ai dû m'asseoir dans le bureau de mon patron, les larmes de rage et d'humiliation me montant aux yeux, et lui raconter toute l'histoire sordide de ma famille toxique. Heureusement, M. Lambert était un homme compréhensif et intelligent. Il a vu clair dans leur jeu manipulateur et m'a assuré de son soutien total et de sa discrétion. Mais le mal était fait. La violation était profonde, intime. Ils avaient attaqué mon gagne-pain, mon sanctuaire professionnel. J'ai compris à ce moment-là qu'ils ne reculeraient devant rien. Leur désespoir les avait rendus dangereux et imprévisibles. J'ai renforcé tous mes mots de passe, j'ai alerté mes amis les plus proches de la situation. Je pensais avoir paré à toute éventualité. Je pensais qu'ils ne pouvaient pas tomber plus bas. Je me trompais. Quelques jours plus tard, ils sont apparus sur le pas de ma porte, avec des visages d'anges. Et comme une idiote, aveuglée par un dernier espoir absurde, je les ai laissés entrer. Un samedi matin, alors que j'étais en train de prendre mon café en pyjama, la sonnette a retenti. Mon cœur a fait un bond. J'ai rampé jusqu'à la porte et j'ai regardé par le Judas. C'étaient eux. Mes parents. Ils se tenaient sur mon perron, mais leur posture était différente de celle de la dernière fois. Ils avaient l'air abattus, fatigués, presque contrits. Contre mon meilleur jugement, contre toutes les alarmes qui hurlaient dans ma tête, j'ai entrouvert la porte, la chaîne de sécurité en place. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je demandé, ma voix plus dure que je ne l'aurais voulu. « Nous sommes venus pour parler calmement » a dit ma mère d'une voix douce, presque un murmure. « Et pour nous excuser. Nous avons été horribles avec toi. S'il te plaît, Amélie. Peut-on entrer et discuter 5 minutes ? » Une partie de moi, cette stupide petite fille qui voulait encore et toujours croire en leur amour, a cédé. J'ai retiré la chaîne et je les ai laissés entrer, un geste que j'allais regretter amèrement. Ils se sont tenus dans mon entrée, leurs yeux balayant la pièce avec une évaluation mal déguisée. « C'est très joli, ici » a dit ma mère. « Vraiment, tu as beaucoup de goût. Tu as bien réussi. » Ce compliment, venant d'elle, sonnait faux, comme une pièce de théâtre mal jouée. Merci. De quoi vouliez-vous parler ? Mon père a soupiré lourdement, jouant à la perfection le rôle du patriarche accablé. Nous avons peut-être été un peu durs l'autre soir. La pression, le stress de la situation avec Chloé, ça nous dépasse. Tu nous manques, Amélie. Vraiment. Nous sommes une famille, malgré tout. Leur soudain changement de ton, leurs excuses si faciles, tout cela était suspect. Mais je me suis laissé prendre au jeu, affamé de la moindre miette d'affection. Voulez-vous que je vous fasse visiter, ai-je proposé, comme pour tester leur sincérité. Leurs yeux se sont illuminés. C'était exactement ce qu'ils voulaient. La visite était d'une gêne palpable. Ils posaient des questions sur les rénovations, le quartier, faisant des commentaires sur le prix des choses, tout en évitant soigneusement le sujet de l'argent. Je commençais presque à me détendre, à me dire que j'avais peut-être été paranoïaque, jusqu'à ce que nous arrivions à mon bureau. Ma mère s'est immédiatement approchée de mon bureau, son regard s'attardant sur la pile de courriers et de documents qui s'y trouvaient. « C'est donc ici que tu gères tes affaires ? Tu gardes tous tes documents importants ici ? Les papiers de la maison, les relevés de compte et tout ça ?» a-t-elle demandé d'un air faussement désinvolte. Mon père, sans demander la permission, a ouvert le grand placard de mon bureau, notant les boîtes d'archives que j'y rangeais méticuleusement. Très organisé. Tu as toujours été méticuleuse avec tes affaires. Il ne regardait pas ma maison, il faisait du repérage. Mon sang s'est glacé. Le tour a continué. J'ai remarqué que ma mère s'attardait près du petit crochet à clé à côté de la porte arrière, là où je gardais, par pure habitude, mon double. Son regard faisait des allers-retours discrets entre les clés et moi, pour voir si je remarquais son intérêt.
De retour dans le salon, mon regard s'est posé sur la cheminée. La petite boîte à musique de ma grand-mère, mon bien le plus précieux, était là. Ma mère a suivi mon regard. C'est si joli, a-t-elle dit. Ta grand-mère t'adorait. J'ai vu une lueur étrange dans ses yeux en la regardant. Une lueur de convoitise, d'évaluation, comme si elle calculait sa valeur. Cela m'a mis un profond et terrible malaise. Finalement, ils sont revenus à la charge, mais avec leur nouvelle tactique, plus douce, plus insidieuse. Nous avons beaucoup réfléchi, a commencé mon père. Peut-être qu'il existe un compromis. Et si, au lieu de vendre ta maison, tu prenais une hypothèque dessus? Juste une petite. Tu pourrais garder ta maison et quand même nous aider à sauver ta sœur, a ajouté ma mère, son visage rayonnant comme si elle venait d'avoir une idée de génie. Voilà. Le véritable but de leur visite. La comédie était terminée. Un prêt que je serais seule responsable de rembourser, pendant que Chloé continue ses folies, ai-je clarifié, ma voix redevenue froide comme l'acier. Leurs visages se sont durcis instantanément. Le masque était tombé. Je crois qu'il est temps pour vous de partir, ai-je dit fermement. À ma grande surprise, ils sont partis sans discuter, presque avec respect. On reste en contact, a dit mon père. Réfléchis bien à notre proposition. Leur départ si calme était plus terrifiant que leurs cris. Cette nuit-là, j'ai doublement verrouillé mes portes, un pressentiment horrible me nouant l'estomac. Je n'aurais jamais dû ignorer cet instinct. 3 jours. C'est le temps qu'il leur a fallu pour passer à l'acte. 3 jours pendant lesquels j'ai vécu dans une anxiété sourde, vérifiant mes serrures 10 fois par jour, sursautant au moindre bruit. Je suis rentrée du travail un jeudi soir, épuisée par une longue semaine et par cette tension permanente. En approchant de la maison, j'ai remarqué que la porte d'entrée, ma belle porte en bois massif que j'avais mis des semaines à décaper et à repeindre, était légèrement entr'ouverte. Une fine ligne d'ombre là où il n'aurait dû y avoir que du bois. Mon estomac s'est contracté si violemment que j'ai eu la nausée. J'ai peut-être oublié de la fermer correctement ce matin, me suis-je dit, dans une tentative désespérée de me rassurer. Mais je savais que c'était un mensonge. Je ne laissais jamais ma porte déverrouillée. Silencieusement, j'ai sorti mon téléphone de mon sac. Mais avant même que je puisse composer un numéro, j'ai entendu un bruit. Un bruit de fracas venant de l'intérieur, un bruit de bois qui se brise, suivi distinctement, sans le moindre doute, par la voix furieuse de ma mère. Mais cherche encore dans le bureau, Didier. L'acte de propriété doit bien être quelque part. Mon cœur a cessé de battre. Le monde autour de moi est devenu silencieux et flou. J'ai composé le numéro de la police, ma main tremblant si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. J'ai chuchoté mon adresse à l'opérateur, expliquant que mes parents étaient en train de cambrioler ma maison. L'opérateur m'a conseillé de rester dehors, en sécurité, et d'attendre l'arrivée des forces de l'ordre. Mais quand j'ai entendu un autre fracas, le son aigu et déchirant du verre qui se brise, quelque chose a cédé en moi. La peur a laissé place à une rage blanche et froide. C'était ma maison. Mon sanctuaire. Et ces monstres étaient en train de le violer. J'ai poussé la porte et la scène qui m'a accueilli m'a littéralement coupé le souffle. C'était une scène de chaos, de destruction délibérée. Mon salon, ma fierté, étaient méconnaissables. Les livres de mes bibliothèques, que j'avais mis des années à collectionner, jonchaient le sol, certains avec les pages arrachées. Les coussins de mon canapé avaient été éventrés à coups de couteau, la mousse blanche s'échappant de leurs plaies béantes. Mes cadres photos, ceux de mes amis, de mes voyages, étaient brisés par terre, leurs verres éclatés en 1000 morceaux. Et sur le mur, juste en face de l'entrée, écrit en grandes lettres tremblantes avec ce qui semblait être mon rouge à lèvres le plus cher, le mot « égoïste ». « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire » ai-je crié, ma voix rauque d'incrédulité et de douleur. Mon père s'est retourné brusquement. Il était en train de vider les tiroirs de mon bureau, jetant mes papiers par terre. Ma mère est sortie du couloir, l'air surpris mais sans le moindre remords. « Amélie. Tu es rentrée tôt. »« Tôt. C'est ma maison. Qu'est-ce que vous avez fait ?» Chloé est alors apparue de ma chambre, un paquet de mes documents financiers à la main. « J'ai trouvé les relevés de compte et les papiers de l'hypothèque » a-t-elle annoncé triomphalement, avant de me voir.
Son sourire a à peine vacillé. C'est pour ton bien, a dit mon père, d'un calme qui m'a glacé le sang. On te donne une leçon sur les vraies priorités dans la vie. Les choses matérielles peuvent être remplacées. Pas la famille. Une leçon? Mon corps entier tremblait, le téléphone toujours dans ma main, la police en ligne écoutant tout. C'est une effraction. C'est de la destruction de biens. Ce sont des crimes. Ne sois pas si dramatique, a ricané Chloé. Ce ne sont que des choses. Des choses que tu as toujours estimées plus que ta propre sœur. Puis mon regard s'est posé sur la cheminée. La petite place où se trouvait la boîte à musique de ma grand-mère était vide. Où est-elle, ai-je demandé, ma voix un murmure étranglé. Où est la boîte à musique de grand-mère? Ma mère a eu un petit sourire suffisant, un sourire de pure méchanceté. Oh, ça? Nous avons dû la prendre, ma chérie. Les temps sont durs. Et puis, la famille passe avant les vieilleries sentimentales, n'est-ce pas? À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi pour de bon. Ce n'était plus ma famille. C'étaient des monstres, des vandales, des voleurs. C'est à ce moment-là que les sirènes sont devenues audibles au loin, se rapprochant rapidement. La panique a finalement commencé à se lire sur leurs visages. Vous avez vraiment fait ça, a dit Chloé, incrédule. Appeler les flics sur nous? Sortez de ma maison, ai-je répété, ma voix retrouvant sa force, dure comme la pierre. Non, a dit mon père, s'avançant vers moi d'un air menaçant. C'est toi qui vas bouger et nous laisser partir. À cet instant, les gyrophares bleus ont inondé mon salon en ruine, projetant des ombres dansantes sur le mot « égoïste ». J'ai su qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. La guerre était déclarée, et j'allais la mener jusqu'à son terme. 2 policiers, un homme et une femme, sont entrés prudemment, leur visage professionnel se durcissant instantanément en voyant l'étendue des dégâts. Que s'est-il passé ici, madame, a demandé l'homme, son regard balayant la pièce avant de se poser sur moi. Ma voix était étonnamment calme, presque détachée, comme si je décrivais la scène d'un film. Je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé mes parents et ma sœur en train de saccager ma maison. Ils ont forcé la porte, détruit mes biens, et étaient en train de voler des documents financiers et des objets personnels. Je les ai désignés du doigt, un par un. C'est absolument ridicule, a protesté ma mère, tentant de reprendre le contrôle avec son assurance habituelle. Nous sommes sa famille. Nous étions juste de passage pour voir si elle allait bien. Aviez-vous la permission d'entrer dans ce domicile, a demandé la policière, une femme plus âgée au regard perçant qui ne laissait rien passer. Nous n'avons pas besoin de permission, nous sommes ses parents. Nous avons des droits. Ce n'est pas comme ça que la loi fonctionne, madame, a-t-elle répondu sèchement, son ton ne laissant place à aucune discussion. Mon père a essayé de prendre son ton autoritaire, celui qui avait fonctionné sur moi pendant 30 ans. C'est un simple malentendu familial. Nous étions inquiets pour Amélie, la porte était ouverte, nous sommes entrés. Et les meubles détruits? Le mot sur le mur, a demandé le premier policier en montrant l'insulte écrite au rouge à lèvres. Elle a toujours été très théâtrale, très excessive, a coupé Chloé, tentant le tout pour le tout. Elle a probablement fait ça elle-même pour nous piéger et attirer l'attention. La policière a haussé un sourcil, un rictus de mépris se dessinant sur ses lèvres. Et les documents qu'elle tenait fermement dans sa main quand nous sommes entrés, madame, elle les a placés là aussi? Dehors, attirés par les gyrophares et le bruit, mes voisins s'étaient rassemblés sur le trottoir. Madame Dubois se tenait sur ma pelouse, son visage ridé empreint d'une profonde inquiétude. Un autre voisin, monsieur Giraud, filmait discrètement la scène avec son téléphone, capturant le moment humiliant où mes parents et ma sœur ont été escortés, séparément, vers les voitures de patrouille pour être interrogés. Leurs visages, auparavant si arrogants et sur deux, étaient maintenant déformés par l'incrédulité, la peur et l'humiliation publique. Le bouclier invisible de la « famille » venait de se briser contre le mur de la réalité légale. J'ai fait ma déposition officielle, dans le chaos de mon salon. J'ai expliqué tout, depuis le début, l'historique de la rupture, la demande d'argent, la campagne de harcèlement, l'appel à mon employeur, la visite de repérage, et enfin l'effraction. J'ai expliqué qu'il cherchait les papiers de ma maison pour me forcer à la vendre. J'ai aussi signalé le vol de la boîte à musique de ma grand-mère, et j'ai vu la policière noter ce détail avec attention.
À la fin, ils m'ont posé la question fatidique, celle qui déterminerait la suite. Souhaitez-vous porter plainte, madame? Je les ai regardés droit dans les yeux, sans une once d'hésitation. Oui. Pour tout. Effraction en réunion, destruction de biens, vol, harcèlement, tentative d'escroquerie. Pour tout. Alors qu'on les emmenait, ma mère s'est finalement effondrée, ses larmes de crocodile coulant enfin. Tu ne peux pas nous faire ça, Amélie. Nous sommes tes parents. La famille s'entraide. Ce n'est pas de l'aide, lui ai-je répondu, ma voix se brisant enfin sous le poids de la journée. C'est de la maltraitance. Et ce soir, ça s'arrête. Plus tard, pendant la procédure judiciaire, la vérité a éclaté dans toute sa laideur. Confrontée à de graves accusations criminelles, Chloé a craqué et a tout avoué. Elle a détaillé leur situation financière désespérée, ils étaient au bord de la faillite, leur propre maison sur le point d'être saisie. C'est là que l'avocat du district a présenté la pièce maîtresse, le coup de grâce. Il a expliqué calmement au juge le statut de ma maison, classée au patrimoine local. Il a démontré, document à l'appui, que toute vente rapide ou modification majeure était impossible, rendant leur plan non seulement criminel, mais aussi complètement stupide. Leurs visages se sont décomposés en comprenant que même s'ils avaient réussi leur effraction, ils n'auraient jamais pu toucher l'argent. La justice était en marche, mais les cicatrices, elles, resteraient. Le verdict du tribunal est tombé quelques semaines plus tard, mettant un point final juridique à ce cauchemar. Le juge, un homme d'expérience qui en avait visiblement vu d'autres, n'a pas été tendre. Il a accordé une ordonnance restrictive d'1 année complète, interdisant formellement à mes parents et à ma sœur de m'approcher à moins de 500 mètres, de me contacter de quelque manière que ce soit, ou même de mentionner mon nom sur les réseaux sociaux. Face aux accusations criminelles, et compte tenu de leur casier judiciaire vierge, mes parents ont écopé d'une peine de prison avec sursis et d'une mise à l'épreuve très stricte, incluant une obligation de suivi psychologique. Chloé, considérée comme l'instigatrice mais aussi comme la plus jeune, a été condamnée à 200 heures de travaux d'intérêt général et à une thérapie financière obligatoire. Le juge a été très clair, cette clémence était conditionnelle à leur respect total de l'ordonnance et à leur participation sérieuse aux thérapies. Pour la première fois de leur vie, ils étaient confrontés à des conséquences réelles et inévitables pour leurs actes. L'affaire civile a été réglée encore plus rapidement. Confrontés à un dossier accablant, incluant des preuves photographiques, des témoignages de voisins et un rapport de police détaillé, leur compagnie d'assurance habitation n'a eu d'autre choix que de couvrir la totalité des dommages matériels. Le montant du dédommagement a non seulement permis de réparer tout ce qui avait été détruit, mais il m'a aussi donné les moyens de financer des améliorations que j'avais prévues de longue date, y compris l'installation d'un système de sécurité de pointe avec caméra et alarme. Ma forteresse était maintenant, littéralement, imprenable. Mais la guérison la plus importante, la plus profonde, n'a pas été matérielle. Elle est venue de ma communauté, de ces gens que j'avais appris à connaître et qui se sont révélés être ma véritable famille. Dans les jours qui ont suivi l'effraction, ma maison n'a jamais été vide. Madame Dubois, ma voisine au grand cœur, m'apportait des repas chauds tous les soirs, s'assurant que je mangeais. Monsieur Giraud, le voisin qui avait filmé la scène, est revenu le lendemain, non pas avec son téléphone, mais avec sa boîte à outils. Il a passé tout son samedi à réparer ma porte d'entrée et à remplacer les vitres cassées. Mes collègues de travail, menés par mon patron Monsieur Lambert, se sont cotisés pour me racheter certains de mes livres préférés qui avaient été détruits. Ils m'ont offert une carte signée de tous, me disant à quel point ils m'estimaient. Ces gens, qui ne me devaient absolument rien, m'ont montré plus de gentillesse, de compassion et de soutien en une seule semaine que ma famille de sang ne l'avait fait en 34 ans. Quelques semaines plus tard, une fois la maison remise en état, nous avons organisé un grand pot de la rénovation, dans mon jardin. En regardant tous ces visages souriants, réunis dans ma maison restaurée, buvant un verre et riant, j'ai été submergée par l'émotion. J'ai compris une vérité fondamentale ce jour-là. La famille, la vraie, n'est pas définie par les liens du sang, qui peuvent parfois être des chaînes. Elle est définie par le respect, le soutien mutuel et l'amour inconditionnel. Les personnes qui se sont présentées pour moi dans mes moments les plus sombres, qui m'ont aidé à reconstruire non seulement ma maison, mais aussi mon sentiment de sécurité et ma confiance en l'humanité, étaient ma véritable famille. Le mot « égoïste » a été recouvert par une nouvelle couche de peinture fraîche,
une couleur chaude et lumineuse que j'ai choisie moi-même. Les meubles cassés ont été remplacés par des neufs, choisis avec amour. Ma maison était redevenue mon sanctuaire. Mon cœur, lui, a pris un peu plus de temps à guérir. J'ai pensé que je n'entendrais plus jamais parler d'eux, que ce chapitre était enfin et définitivement clos. Puis, 1 an plus tard, une lettre est arrivée, une lettre qui a tout changé une dernière fois. 1 an après les événements, presque jour pour jour, alors que l'ordonnance restrictive approchait de sa date d'expiration, j'ai reçu une enveloppe transmise par mon avocat. C'était le seul moyen légal pour eux de me contacter. C'était une lettre de Chloé. Mon premier réflexe a été la colère. J'ai serré l'enveloppe dans ma main, prête à la déchirer en 1000 morceaux et à la jeter à la poubelle. Je ne voulais plus de drame, plus de manipulation, plus de leurs mots empoisonnés dans ma vie. Mais la curiosité, et peut-être une infime partie de moi qui n'avait pas totalement renoncé, m'a retenue. J'ai respiré profondément et je l'ai ouverte, le cœur battant, me préparant au pire. Mais cette lettre était différente de tout ce que j'aurais pu imaginer. Il n'y avait aucune demande, aucune accusation, aucune tentative sournoise de me faire culpabiliser. L'écriture était simple, presque appliquée. C'était court, et pour la première fois, cela semblait sincère. Chère Amélie, écrivait-elle, je ne sais pas si tu liras un jour cette lettre, et honnêtement, je ne t'en voudrais pas si tu la jetais. Je t'écris aujourd'hui, non pas pour demander quelque chose, mais pour te dire que je suis désolée. Ce mot semble tellement faible par rapport au mal que je t'ai fait, mais c'est le seul que j'ai. Je suis désolée. Vraiment désolée. Pour ce que nous avons fait à ta maison, à ta confiance, à toi. Les travaux d'intérêt général et la thérapie m'ont forcé à regarder la vérité en face, une vérité que j'ai passé toute ma vie à fuir. J'ai compris à quel point mes choix financiers égoïstes ont affecté tout le monde, et à quel point nos attentes envers toi étaient non seulement injustes, mais monstrueuses et cruelles. Je travaille maintenant comme vendeuse dans un magasin de vêtements. C'est la première fois de ma vie que je gagne un salaire régulier, que je paie mes propres factures. Et je commence à peine, à 30 ans passés, à comprendre la valeur de l'argent et du travail acharné. Je ne demande pas ton pardon, je sais que je ne le mérite pas et que c'est quelque chose que je ne pourrai jamais regagner. Je voulais juste que tu saches que je travaille sur moi-même, et que pour la première fois de ma vie, j'assume l'entière responsabilité de mes actes. J'ai lu la lettre plusieurs fois, laissant les mots s'imprégner. Je n'ai pas ressenti de joie, ni de colère. Juste une sorte de calme triste. Je n'ai pas répondu. Les mots étaient un premier pas, un pas important, mais la confiance, une fois brisée en 1000 morceaux, ne se recolle pas avec de l'encre sur du papier. J'ai décidé d'attendre. De voir si ce changement de discours serait suivi par un changement de comportement sur le long terme. J'ai choisi de protéger ma paix avant tout. Aujourd'hui, je suis assise sur mon perron, dans la douce lumière d'une soirée d'été. Mon jardin, entretenu avec les conseils et l'amitié de Madame Dubois, est florissant. Ma maison est en paix. Et moi aussi. J'ai appris par une connaissance commune que mes parents ont dû vendre leur maison et vivent maintenant dans un petit appartement en location. Chloé, apparemment, continue de travailler et de rembourser lentement ses dettes. Leurs vies ont été irrémédiablement changées par les conséquences de leurs actes, et peut-être, avec le temps, cela les mènera vers des schémas plus sains. Je l'espère pour eux, mais de loin. Cette expérience douloureuse m'a appris que la famille n'est pas toujours une question de sang. C'est une question de respect, de soutien et de limites saines. La famille que l'on choisit apporte parfois plus de guérison et de joie que celle dans laquelle on est né. Avez-vous déjà dû vous protéger de membres de votre famille qui pensaient avoir droit à ce que vous aviez durement gagné ? Le chemin de la culpabilité à l'autopréservation n'est jamais facile, mais il est parfois absolument nécessaire pour survivre. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions. Quelle est la ligne rouge que vous ne laisseriez jamais votre famille franchir en matière d'argent ou de respect ? Et si cette histoire a résonné en vous, merci de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour soutenir plus de conversations sur l'établissement de limites saines. Rappelez-vous toujours, la vraie famille est celle qui vous élève, pas celle qui vous démolit. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite force et courage dans votre propre parcours.